Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Tout de suite, les titres. L'État annonce la réhabilitation de la voie Bouaké-Kanawolo, un tronçon fortement dégradé. L'information a été donnée à l'issue du Conseil des ministres d'aujourd'hui. La rencontre s'est aussi penchée sur l'autosuffisance en riz. La Côte d'Ivoire entend produire plus de 1 million de tonnes d'ici à 2020 pour couvrir le besoin national. Les musulmans ont entamé le dernier virage du jeûne de Ramadan. Toujours le même rituel, se lever et prendre un repas avant le lever du jour et dîner en soirée si cela semble plus facile pour les personnes vivant en couple. Pour les célibataires, cela n'a pas la même saveur. Un dossier à suivre dans ce journal. En Éthiopie, la coalition du pouvoir décide de mettre fin au conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Premier ministre avait promis de travailler à restaurer la paix avec l'Érythrée. Et puis, c'est un amour interdit qui vire au drame dans un village près de San Pedro. Il tombe sous le charme de l'amoureuse de son meilleur ami. Suivra la mort de ce dernier. Comment et pourquoi? C'est à suivre dans Faits divers. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Le gouvernement annonce la réhabilitation de la voie Bouaké-Kanawolo, un tronçon actuellement fortement dégradé. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Un montant de 78 milliards décaissé à cet effet. La rencontre s'est aussi penchée sur l'autosuffisance en riz. La Côte d'Ivoire entend produire 1,9 million de tonnes d'ici à 2020 pour couvrir le besoin national. 30 unités de transformation est en cours de réalisation grâce à 15 milliards de francs CFA prêtés par Exim Bank. Le point de ce conseil avec Kolo Koulibaly. Bientôt la fin du calvaire des voyageurs. Bouaké-Kanawolo, un tronçon de 125 km, fortement dégradé, il sera réhabilité. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Il y avait un précédent projet qui part de Kanawolo jusqu'à Ferké, un projet qui lui a déjà démarré. Ensuite, il y avait un projet Ferké frontière du Burkina qui est lui achevé. Là maintenant de Kanawolo jusqu'à Bouaké, nous aurons une route pratiquement neuve. Également la réalisation du tronçon Yamoussoukro Bouaké en autoroute. Donc dans 22 à 24 mois, nous pourrions avoir une route entièrement reprise, pratiquement entre Abidjan et les frontières nord de notre pays. Le gouvernement annonce le démarrage des travaux de l'université de Bondoukou incessamment, environ 67 milliards mobilisés. La rentrée est prévue pour 2020-2021. D'une capacité d'accueil initiale de 3000 étudiants, ainsi que la construction d'une résidence de 1000 chambres pour le logement des étudiants. Il a également prévu la construction d'une cinquantaine de logements pour les enseignants, chercheurs et personnels d'université et 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Avec 1 350 000 tonnes de riz produits, la Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance d'ici à 2020 avec une production de plus d'1 900 000 tonnes et 25 000 tonnes transformées localement. On est passé de 1 079 000 tonnes. Aujourd'hui, 1 550 000 tonnes, pour une consommation qui se situe aux environs de 1 800 000 tonnes. En 2020, nous devrions être à 1 966 000 tonnes de production pour taux de couverture qui va être à 102%. 12 des 30 usines sont déjà opérationnelles, le reste attendu d'ici à la fin de l'année. Selon le porte-parole du gouvernement, ces unités de transformation de riz vont fonctionner en partenariat public-privé. Par ailleurs, un nouveau recensement général de la population se tiendra en 2019. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que certaines insuffisances concernant celui de 2014 ont été notées. Les explications de Bruno Nabagné-Koné. Ce recensement 2019 permettra également de mettre en place un répertoire à jour des principaux indicateurs sociodémographiques par circonscription administrative de notre pays, ce qui manquait, entre autres, au recensement de 2014. L'ensemble des activités liées au RGPH 2019 est prévu pour se dérouler sur une période de 36 mois. La phase préparatoire vient de démarrer. Une opération pilote aura lieu en novembre 2018. On peut prévoir la phase de dénombrement de la population en novembre-décembre 2019 avec bien entendu la phase de cartographie censitaire en amont. La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Il est prévu que le recensement suivant puisse être prévu seulement aux environs de 2030 au lieu de 2024 initialement.
Bruno Damagné-Koné, porte-parole du gouvernement, et à propos de l'autosuffisance en riz, la parole vous sera donnée demain jeudi sur le sujet dont je vous donne lecture à présent. Le gouvernement remet en selle son ambition d'atteindre l'autosuffisance en riz avec une production nationale de plus de 1,9 million de tonnes en 2020. Pour accompagner cet objectif, 30 usines de transformation sur l'ensemble du territoire national sont en cours de réalisation. Quels commentaires faites-vous de ces décisions? Que proposez-vous pour accompagner l'État dans l'atteinte de cet objectif? Aboussila vous donne la parole ce jeudi 7 juin 2018 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Les points focaux des différents ministères sont en formation à Grand-Bassam sur l'élaboration des documents de programme et de suivi de l'action gouvernementale. C'est une initiative du cabinet du Premier ministre. Cette formation de 3 jours se tient avec l'appui du PNUD et elle entre dans le cadre du programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. On fait le point avec Sorosita. Le dernier rapport de l'inspection générale d'État a révélé des dysfonctionnements au niveau de l'administration publique. Un dysfonctionnement des ressources humaines tant qualitativement que quantitativement, l'absence de manuel de procédure et un traitement non harmonisé des dossiers. C'est donc pour une prise en compte de toutes ces difficultés que le cabinet du Premier ministre a tenu à former les points focaux des différents ministères. Il est question de les familiariser à l'élaboration des documents de programme et de suivi de l'action gouvernementale. Albert Flindé, conseiller spécial du chef du gouvernement. La tenue de cet atelier a été rendue nécessaire en raison de l'obligation de résultats qui pèse solidairement sur les membres du gouvernement. Car, dans un souci d'efficacité, il importe toujours de rechercher les moyens pour optimiser la coordination de l'action gouvernementale. C'est pourquoi, au regard des faiblesses qui apparaissent aujourd'hui encore dans l'élaboration des matrices et des documents narratifs, synthèse des PAP sectoriels par les points focaux des ministères. Notons que le plan d'action prioritaire s'articule autour de la transformation de l'économie ivoirienne, l'amélioration des conditions de vie des populations, la promotion de la jeunesse et des femmes. Sachez que 50 acteurs chargés des passations des marchés des communes rattachées aux directions régionales des marchés publics de Yamoussoukro et de Bouaké ont pris part à un séminaire de formation à Yamoussoukro. C'était un séminaire de renforcement des capacités des collectivités territoriales sur les procédures de contrôle et de régulation des marchés publics. L'objectif est de prévenir les potentielles difficultés dans les passations des marchés en Côte d'Ivoire. Plus de 60 ONG et associations locales se sont concertées avec les ministres de l'Intérieur et celui de la Solidarité. Cette rencontre de partage d'informations vise à répondre aux préoccupations des populations et par la même occasion recueillir les suggestions et recommandations des organisations de la société civile. Diakité Ibrahim. Le gouvernement veut à travers ce genre de rencontres améliorer la mise en œuvre de ses actions. Aucun sujet n'a donc été épargné. En réponse aux préoccupations des organisations de la société civile sur l'état civil et l'identification, les enfants en conflit avec la loi, l'identification et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, et l'état de la réconciliation nationale, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a fait le constat suivant. Maria Toukoné. Les Ivoiriens sont réconciliés. Nous parlons de consolidation de la paix, que les hommes politiques nous aident à la consolidation de la paix, qu'ils arrêtent toutes les pratiques de division. Et s'agissant de l'indemnisation des victimes, nous avons dépensé 3 milliards 800 millions pour 4500 victimes. Et donc nous avons lancé depuis le 30 octobre la grande phase. Pour cette grande phase, nous avons associé la question de la prise en charge des orphelins et la prise en charge des veuves pour les activités génératrices de revenus. La société civile apprécie ce genre de rencontre car en plus d'établir le contact direct, il prend en compte les préoccupations des populations, en témoigne Satégé Koné, président de l'Union africaine des ONG de développement. La première conclusion, c'est que la société civile se sent enfin écoutée par le gouvernement. C'est quand même un forum extraordinaire qui vient de s'ouvrir pour notre pays. On se posait des questions. Si en 2019, les cartes d'identité qui sont des millions à arriver à expiration pourraient être remplacées. Et le ministre vient de donner une réponse qui, je pense, satisfera vraiment tous les Ivoiriens et rassurera encore ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ces rencontres se poursuivront entre la société civile, le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres du gouvernement sur des questions précises. Le gouvernement reste disponible et ne va ménager aucun effort pour apporter aux populations la paix, la sécurité et le développement. C'est ce que nous dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. L'objectif poursuivi, c'était d'échanger
sur la problématique de l'identification et de l'état civil. Nous avons eu le temps d'échanger pour faire l'état des lieux, expliquer les perspectives, projets que le gouvernement envisage de mettre en œuvre et qui ont d'ailleurs commencé à être mis en œuvre dans le cadre justement de l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. La société civile traduit généralement les préoccupations et les aspirations des populations. Chacune de ces organisations a derrière elle de nombreux adhérents et dans divers domaines. La société civile ivoirienne est très dynamique. Elle couvre aujourd'hui tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Donc l'avoir pour interlocuteur, c'est vraiment avoir également une large frange de la population, n'est-ce pas, à qui l'on s'adresse. Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dont le souci d'assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, l'UNESCO lance le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018 en revue des données mondiales relatives aux divers mécanismes. Il s'agit de promouvoir les messages clés du rapport mondial de suivi sur l'éducation et de relever les défis et obstacles politiques. Ido Yao est le représentant UNESCO. La Côte d'Ivoire a été parmi les pays africains qui ont été retenus pour le lancement officiel de ce rapport que l'UNESCO produit chaque année sur l'éducation. Le thème de ce rapport, c'est sur la reddition des comptes. Et ce rapport est d'une extrême importance, met le doigt sur la responsabilité des États par rapport à l'éducation de tous les enfants. Il met également l'accent sur la responsabilité des partenaires techniques et financiers dans le respect de leurs engagements à accompagner les États, à mettre en œuvre les programmes et les plans qui ont été agréés au niveau mondial comme les objectifs de développement durable ou alors le plan d'action et éducation pour tous. Et il met également l'accent sur la responsabilité des parents eux-mêmes par rapport à l'éducation de leurs enfants et aussi il met l'accent sur la responsabilité des enseignants et surtout des élèves et des étudiants. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, revient également sur les enjeux de ce rapport pour la Côte d'Ivoire. Pour assurer une éducation inclusive, équitable, de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, le rapport mondial de suivi sur l'éducation constitue le mécanisme de suivi et de rapport sur l'ODD 4 et sur l'éducation dans les autres ODD. Il doit rendre compte de l'application des stratégies nationales et internationales visant à ce que tous les partenaires concernés respectent leurs obligations dans le cadre du suivi et de l'examen d'ensemble des ODD. Conformément à la déclaration d'Incheon de 2015 et au cadre d'action afférent Éducation 2030, nous devons matérialiser cette option le plus tôt possible. Ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara, et sachez que les épreuves orales du BEPC ont débuté aujourd'hui, mercredi 6 juin, et prendront fin samedi 9 juin. Quant aux épreuves écrites, c'est dès mardi prochain. Le calendrier, on le rappelle, a été légèrement modifié en raison du lundi férié, lendemain de la nuit du destin. Cette année, ce sont 400 326 candidats qui vont composer au brevet d'études du premier cycle BEPC. La CEI n'est ni illégale ni illégitime. C'est ce qui ressort du communiqué que vient de publier la Commission électorale indépendante, ce en réaction à l'accusation portée par une partie de l'opposition qui remet en cause la crédibilité de cette institution. Invité du magazine Plus loin avec sur Radio Côte d'Ivoire, le responsable de la Commission communication et formation de la révision de la liste électorale apporte des précisions. Ganin Bernard. Nous n'agissons pas dans l'illégalité parce que c'est le texte de loi mettant en place la CEI qui donne pour mission à la CEI d'opérer le recensement électoral. Quelqu'un qui travaille en tenant compte de la loi, c'est justement celui-là qui est légal. Maintenant, illégitime, la légitimité, c'est par rapport à quoi? S'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent délivrer un certificat de légitimité, bon, libre à eux de le penser. La dévolution du pouvoir en démocratie ne peut se faire que par les urnes. Si vous voulez exprimer votre point de vue, il faut que vous soyez sur la liste électorale. Souvent, on nous rétorque que telle personne n'est pas bien élue ou bien il n'a pas été élu du tout. Mais si vous n'êtes pas sur la liste électorale, ne soyez pas étonnés que s'il n'y a que 10 personnes qui sont sur la liste électorale, que ces 10 personnes décident. Et l'intégralité de cette émission vous sera présentée ce samedi 9 juin à 7h20 sur Radio Côte d'Ivoire.
Le projet de prestation de services d'assainissement SSD veut améliorer l'accès de l'assainissement dans les localités de la Côte d'Ivoire. Le lancement de ces activités s'est tenu dans le district autonome de Yamoussoukro. Le projet envisage de catalyser le secteur privé pour faciliter l'accès aux produits et services d'assainissement au profit des populations à faible revenu de la capitale politique ivoirienne. Les précisions de Philippe Lemay, qui est le directeur régional du projet SSD, projet de prestation de services d'assainissement. La collaboration de PSC avec l'aide du gouvernement américain dans le cadre de l'assistance internationale met en place le partenariat public-privé. Donc la municipalité de Yamoussoukro et toute son équipe technique nous permet de travailler dans les quartiers avec les leaders religieux communautaires pour pouvoir convaincre les ménages d'améliorer leur système autonome d'assainissement. De façon pratique, nous avons formé cette semaine des jeunes entrepreneurs de Yamoussoukro qui sont maintenant habilités à construire des fosses septiques, des puits perdus et des fosses à double puits. Nous avons formé ces entrepreneurs, nous les encadrons avec un appui technique pour leur donner des outils de travail, leur donner les connaissances pour pouvoir construire ces ouvrages. Nous sommes dans la dernière décade du jeûne musulman et pour les musulmans, vous le savez, il faut se réveiller tôt le matin pour cuisiner, manger avant d'entamer le jeûne. Au coucher du soleil, il faut encore de la nourriture pour la rupture. Comment les fidèles musulmans célibataires vivent-ils cette situation? Notre correspondant Amand Gervais-Kouassis s'est intéressé au sujet dans ce dossier. Le dossier du jour. Le mois du jeûne musulman n'est pas du tout aisé chez les célibataires qui ne vivent pas en famille, eux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Soumaoro Ismaël a plus de chance. Célibataire et loin de sa famille biologique, c'est dans une famille d'accueil qu'il se restaure tôt les matins et rend le jeûne les soirs. Il y a une famille qui m'a accueilli. C'est là-bas ils rend mon jeûne. C'est là-bas il mange tôt le matin pour aller au travail. Djumondé Moussa, lui, n'a pas eu cette chance. C'est dans les kiosques qu'il achète la nourriture qu'il réchauffe tôt le matin avant d'entamer le jeûne. C'est pas facile parce que je mange au kiosque, je rends mon jeûne au kiosque et puis j'achète un autre plat que je garde et puis à 4h du matin, je mange avant le jeûne. En tant qu'un jeune célibataire, c'est pas facile mais Inch'Allah, grâce à Dieu, ça va. Au nombre des célibataires, certains sont des cordons bleus. Ils cuisinent eux-mêmes leurs repas en début du jeûne et pour la rupture. C'est le cas de ces deux jeunes. Doumbi Adama, je suis ferronnier, je sais faire la cuisine. Pour commencer mon jeûne, je prépare du kwaké. Le soir, je fais mon bon omelette avec un bon pain. Koulibaly Diongue, je me débrouille seul, j'arrive à préparer. Quand je mange un peu, je garde un peu pour manger à 4 heures pour pouvoir continuer le jeûne. C'est pas facile, mais on fait avec. Du côté des femmes célibataires, les choses sont moins compliquées car ayant l'habitude de fréquenter les cuisines. Connaît Fanta. Nous levons à 4 heures du matin pour chauffer la nourriture. Pour la rupture, nous mangeons des beignets avec des jus et puis aussi de la bouillie. Déjà pas facile, la période du Ramadan l'est encore plus dans le rang des célibataires musulmans. Tous nos vœux de mariage aux différents intervenants avant le Ramadan 2019. Gervais Kouassis, mon Radio Côte d'Ivoire. Et cette note triste dans ce journal, Paul Dautuy, l'ex-animateur et ancien directeur de Radio Fréquence 2, avant la crise post-électorale, est décédé ce mercredi à Cotonou, au Bénin, où il vivait en exil depuis la fin de la crise ivoirienne de 2011. Dans le reste de l'actualité, l'EPRDF, la coalition éthiopienne au pouvoir, a décidé de mettre fin au conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son discours d'investiture début avril, avait promis de travailler à restaurer la paix avec l'Érythrée. La coalition déclare que le gouvernement érythréen devrait adopter la même position sans condition préalable et accepter l'appel à restaurer la paix trop longtemps perdue entre les deux pays frères, comme c'était le cas auparavant. Et les forces de l'ordre ont dissuadé l'opposition togolaise de manifester dans les rues aujourd'hui. Selon Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement, le ministère invoque un accord entre la facilitation et l'opposition, ce qui est totalement inexact. Il déclare que l'opposition a seulement accepté de suspendre pendant le dialogue les manifestations qui ne devaient pas excéder 10 jours. À suivre, fait divers horreur dans un petit village de San Pedro. Mais avant, c'est la fin de ce journal. Merci au chef des éditions de ce soir,
Kolo Koulibaly et Stéphane Demont qui a assuré la partie technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Voici le rappel des titres. L'État annonce la réhabilitation de la voie Bouaké-Kanawolo, un tronçon fortement dégradé. Information donnée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. La rencontre s'est aussi penchée sur l'autosuffisance en riz. La Côte d'Ivoire entend produire 1,9 million de tonnes d'ici à 2020 pour couvrir le besoin national. Et puis en Éthiopie, la coalition au pouvoir décide de mettre fin au conflit frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis travailler à restaurer la paix avec l'Érythrée. 3 jeunes gens vivent en parfaite harmonie dans un village près de San Pedro, jusqu'à ce qu'un membre du groupe tombe sous le charme de la seule jeune fille du groupe. Il s'agit de la petite amie du 3e membre du groupe. L'histoire se termine en drame avec la mort de ce dernier suivi du viol de sa petite amie. Retour sur ces faits relayés par l'Infodrome avec Adamo Bakayoko. C'était le journal présenté par Asta Sidibé. Les faits divers. Horreur à Girognepayo. Ce n'est pas le titre d'un film, hélas. Cette terrifiante histoire a bel et bien eu lieu à Girognepayo, village situé à 7 km de San Pedro sur le tronçon conduisant à Soubré. Les faits se déroulent dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mai dernier. Une histoire qui concerne 3 personnes. Didier, Ouedraogo Gérard, son meilleur ami, et la petite amie de Ouedraogo Gérard qu'on va nommer pour l'occasion Aka. Tout commence le dimanche aux alentours de 18h quand Aka, élève en classe de 4e à San Pedro, se rend au domicile de son amant Gérard pour chercher le poulet que lui avait promis son amant et lui dit au revoir par la même occasion, vu qu'elle doit retourner à San Pedro pour reprendre les cours le lendemain lundi. Après quelques minutes de causette avec son chéri et Didier, le meilleur ami de Gérard, Aka décide de rentrer à la maison, refusant l'offre que lui fait son amoureux de passer la nuit avec lui. Au même moment, Didier lui emboîte le pas. Lui également profite de l'occasion pour prendre congé de son hôte, mais contre toute attente, lorsqu'il rattrape la jeune fille, Didier, faisant fi du bon sens et de l'amitié avec Gérard, se met à lui faire des avances. Surprise et choqué par l'indécente proposition, Aka refuse catégoriquement. Mais Didier, comme poussé par un démon qui lui fait perdre la tête, tente d'entraîner de force Aka dans la broussaille. Une lutte s'engage entre les 2 jeunes gens et la fille réussit à se libérer au prix d'une morsure à pleines dents qu'elle inflige à celui qu'elle croyait jusque-là être un frère. Traumatisée par ce qu'elle vient de subir, elle retourne au pas de course informer son homme qui n'en revient pas. Les instants d'après, Gérard rejoint son pote pour en savoir davantage sur son attitude qui trahit gravement leur fraternité. Didier nie tout en bloc. N'empêche, une dispute éclate entre les 2 amis qui s'empoignent pour une violente bagarre. Fort heureusement, les villageois qui suivent la scène s'interposent. Insatisfait de l'issue du combat qui le donne perdant, Didier menace alors de mort son ami. Ce dernier ne prend guère au sérieux cette menace, malgré la mise en garde de sa petite amie. Hélas, la suite douloureuse des événements va donner raison à la jeune élève. En effet, très tard dans la nuit, alors que le village est endormi, Didier, cette fois, s'arme d'une machette bien aiguisée, fonce au domicile de Gérard qui, entre-temps, avait convaincu sa dulcinée de rester dormi avec lui. Il s'introduit discrètement dans la pièce où sont profondément endormis les 2 amants et sans autre forme de procès, il se rue sur son ami avec rage. Il lui administre plusieurs violents coups de machette, lui faisant de larges blessures à la tête, au bras, au torse. Il lui sectionne quasiment les membres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Une véritable boucherie. Aussitôt après, le criminel se tourne vers la jeune fille, tremblant de tous ses membres. Il la terrorise en menaçant de lui faire subir le même sort que son chéri Coco. Et ce qu'il voulait obtenir d'elle en jouant les jolis cœurs, il aura cette fois de force. Promettant de la découper si elle affiche toute résistance, l'odieux garçon viole l'amante de son ami, dont le cadavre baigne dans une mare de sang juste à côté. Une fois sa libido satisfaite, le meurtrier demande à Aka de lui montrer l'endroit où Gérard garde son argent. La pauvre n'a d'autre choix face à ce bourreau que de s'exécuter.
Après s'être bourré les poches, Didier choisit de laisser la jeune élève en vie contre son silence. Mais pas pour longtemps. Il revient sur cette décision, convaincu qu'elle va le dénoncer, et sans la moindre compassion, il s'arme de sa machette et porte de terribles coups à la jeune lycéenne, lui faisant de profondes entrailles à la joue, au bras, au menton. Il lui sectionne également le pouce gauche et la laissant pour morte, le malfaiteur prend la clé des champs. C'est au petit matin que les villageois découvrent la terrible scène. La pauvre jeune fille, heureusement vivante, est évacuée au centre de santé par la gendarmerie après le constat d'usage. Le corps sans vie de son amoureux prend lui le chemin de la morgue. À Djironye-Payo, on continue de s'interroger. Qu'est-ce qui a pu bien pousser Didier à commettre de tels actes? Tout ça pour une histoire de sexe. Des recherches des forces de l'ordre sont en cours pour retrouver le meurtrier présumé encore en cavale. Les faits divers. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire.